exceptionnel aujourd'hui, qui n'est pas tout à fait dans les traditions de Paris historique, puisque nous allons parler de Paris sur Futur, avec donc Thierry Pacaud, dont vous avez qui est un philosophe, qui est auteur de nombreux ouvrages, qui est également membre de la commission du Vieux-Paris, enseignant plein de choses, il écrit des livres, il écrit dans des articles dans des revues, donc je vais lui laisser peut-être expliquer tout ça. Donc le principe, vous le connaissez pour la plupart, hein, c'est une présentation et ensuite le débat par une série de questions, d'échanges qui se veulent le plus ouvert possible. Allez-y, parlez, posez des questions, tout ce que vous voudrez. À toi. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Alors, oui, il faut que je me présente, bon, c'est pas très facile. Disons tout simplement, comme la plupart d'entre vous, je suis un terrien, on va commencer comme ça. Rassurez-vous, je ne vais pas décliner jusqu'au lieu où j'habite, mais voilà, je suis un terrien et je suis persuadé que l'être humain est topophile, comme le disait si justement Gaston Bachelard, c'est-à-dire un ami de la terre, un ami des lieux. Alors la question fondamentale, évidemment, c'est qu'il y a peut-être de moins en moins de lieux dans notre belle terre. Et donc, du coup, il faut pour ça peut-être se mobiliser, comme vous le faites, pour défendre un certain Paris historique, et d'autres pour défendre un certain nombre de paysages. Il se trouve que mes derniers ouvrages, qui sont peut-être pas encore en librairie, je ne sais pas, c'est Le Paysage, donc un essai où je reprends toutes les disciplines une par une et en même temps tous les dictionnaires de toutes les langues pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce truc qu'on appelle le paysage, et puis l'originalité entre guillemets par rapport à toute l'énorme abondante littérature sur le paysage, c'est de faire le lien avec le patrimoine. Je considère le paysage comme étant partie prenante du patrimoine, et je considère que le patrimoine est partie prenante de ce qui fait environnement. Donc vous voyez, là, il y a une espèce de liaison qui n'est pas toujours établie. Et puis par ailleurs, celui-ci, qui sort la semaine prochaine en librairie, s'appelle Flâner à Paris. C'est un recueil d'articles de Georges Sand, de Honoré de Balzac, de Sébastien Mercier, de Baudelaire, sur ce personnage très particulier qui est le flâneur. Je vous signale que la flâneuse entre dans le dictionnaire, comme par hasard, 60 ans plus tard, que le flâneur. Donc je fais dans l'introduction une histoire du mot piéton et de ce que signifie le langage corporel, parce que la théorie de la démarche de Balzac est géniale, puisqu'il explique que par nos gestes, nous constituons un alphabet gestuel qui dit beaucoup de choses sur nous, aux autres qui nous observent. Donc ça a un peu perdu sur l'aspect des vêtements. Par exemple, aujourd'hui, c'était beaucoup plus marquant et marqueur et marqué au XIXe siècle. Aujourd'hui, évidemment, les mêmes vêtements à peu près peuvent être portés par des gens de groupes sociaux différents, mais néanmoins, par leur comportement corporel, on peut deviner un peu qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font. C'est dans la physiologie du mariage que Balzac donne la définition de la flânerie, qui est la suivante. Il dit: la flânerie, c'est la gastronomie de l'œil. Et c'est une magnifique formule, parce qu'avec ça, on comprend pourquoi on a tant envie de flâner. Hein. Et on a encore, je dis encore, parce que dans mon Paris sur le futur, c'est pas dans tous les scénarios, on a encore un Paris qui permet la flânerie. Hein, je suis arrivé de Gare Saint-Lazare, de Gare du Salis, pardon, à pied, tranquillement. C'est vrai que c'est un enchantement, ce qui est très beau. Mais en même temps, en étant à la commission du Vieux-Paris, je vois à quel point le Paris se transforme à une rapidité invraisemblable. Vous n'avez pas idée du nombre de... Je crois que j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que 90% de l'immobilier, des constructions à Paris ont moins de 50 ans. Donc il faut oui, c'est quelque chose de... Il n'y a pas une rue, il n'y a pas eu une transformation. Alors parfois, ça peut faire semblant, on peut croire que c'est encore ancien, parce que c'est ce qu'on appelle le façadisme, mais ce ne l'est pas. Alors, je rentre dans le vif du sujet, si je peux dire. Paris, j'avais au début voulu le titrer Capitale du futur, mais c'était excessivement prétentieux. Et puis, la notion de capitale, je ne sais pas si dans le futur elle aura du sens. Donc, du coup, je suis revenu plutôt sur l'idée de plusieurs scénarios. Je vais en esquisser 2 ou 3, on va voir.
suis terriblement bavard, donc il ne faudra pas hésiter à me dire d'arrêter, je m'arrête, hein, sans être vexé du tout, je vous rassure, puisqu'il parlait. Donc, je vais commencer par le Paris qui me déplaît le plus, qui est le Paris muséographié, muséifié, le Paris touristique. Comme vous le savez, dans son livre programmatique, qui précède les élections de 2014, la candidate socialiste, qui a remporté les élections, qui est Anne Hidalgo, dans ce livre, c'est pas un livre, hein, vous savez, c'est des trucs de commandes, de propagande, donc c'est écrit par plusieurs plumes, on s'en rend compte, il n'y a pas d'unité d'écriture, etc. J'ai pas d'unité de style, il n'y a pas de style du tout, c'est vraiment... voilà, je ferai ça quand je serai élu. Bon. Et donc, à un moment donné, elle explique que quand elle sera élue, pendant la première mandature, elle va doubler le nombre de touristes à Paris. Alors, pourquoi pas, évidemment, mais évidemment, il faut savoir ce que c'est que le tourisme. Voilà. Donc, si vous voulez bien, je vais commencer par réfléchir. Je quitte un peu Paris, je vais réfléchir sur le tourisme en général et le tourisme dans le contexte urbain, planétaire. Oui, parce que ça, évidemment, je pense que vous le savez, même si ça s'appelle Paris historique ici, il va de soi qu'on ne peut penser un lieu, une ville, qu'à l'échelle planétaire dorénavant. On ne peut pas l'isoler, comme le mettre sous une cloche en faisant croire qu'on va réfléchir que sur Paris, intramuros, ce n'est pas possible. Il y a sans arrêt des jeux excessivement importants. Je vais évidemment parler de Airbnb. Bon, bah, ça vient d'ailleurs, mais ça perturbe tout, aussi bien à Barcelone qu'à Shanghai ou à Paris. Donc on ne peut pas simplement dire, bah, tiens, on va réagir ici. Donc ceci étant dit, je reviens à la fin du XVIIe siècle. C'est à ce moment-là où le tourisme se manifeste, à la différence du voyage, pour les enfants masculins de l'aristocratie britannique, anglaise, qui viennent sur le continent pour parfaire leur éducation. Le mot tourisme, lui, viendra un siècle après, mais la pratique est déjà là. Ils viennent généralement avec un ou deux précepteurs qui vont s'occuper d'eux, et puis ils viennent à Paris, ils viennent dans des villes. Le tourisme est fondamentalement urbain, et ce tourisme-là est un tourisme d'initiation, c'est-à-dire qui dure plusieurs mois, voire plusieurs années. Vous connaissez certainement l'économiste Adam Smith. Il a été, à un moment donné, il a accepté d'accompagner pour leur tour de l'Europe deux enfants de l'aristocratie britannique. Ben, il est parti 5 ans. Oui, donc c'était le tourisme, ça n'a rien à voir avec nous qui prenons l'avion et qui restons 2 jours sur place et rentrons le soir même. Donc, dans le sens le plus ancien de ce terme, qui vient du français, faire un tour, mais nous n'avons pas inventé le mot tourisme, ni le mot touriste, ils nous viennent de la langue anglaise, mais c'est tout simplement l'idée qu'il faut partir pour revenir. Ça paraît tout bête, mais c'est quelque chose qui n'existe plus dans notre démarche à nous. J'ai écrit un petit libelle qui s'appelle « Le voyage contre le tourisme », où je reprends tous ces termes, évidemment, très précisément, et où je me suis aperçu que si vous achetez un billet d'avion, vous achetez le retour en même temps. Faites le test, hein, demandez, je veux un aller à New York, si ça me plaît, je vais rester longtemps, donc je ne sais pas quand je vais revenir, eh ben, ça vous coûtera beaucoup plus cher de prendre un aller et beaucoup plus tard un retour que si vous prenez un aller-retour. Donc dans la manière de concevoir notre départ, on sous-entend déjà le retour. Et donc c'est quelque chose d'excessivement pervers, hein, d'une certaine manière. Parce que le voyageur, lui, ne sait pas pour combien de temps il part. Il ne sait pas dans combien de temps il va faire le tour de la question, évidemment, et comment il sera rassasié. Donc là, nous, on est dans des trucs. Du reste, je vois beaucoup de gens qui disent comme ça, ah, j'ai posé mon week-end, vous voyez, j'ai posé, c'est-à-dire qu'ils ont indiqué à leur chef les dates de leur départ et de leur retour, hein, et puis ils vont aller dans des destinations urbaines. Donc ça, c'est un point très important. Le tourisme est urbain dès le départ. Et chose extraordinaire, c'est que les voyageurs qui racontent leur récit de voyage, depuis les plus anciens, ne décrivent jamais des paysages, ou très rarement. Alors ça, je m'en suis rendu compte en faisant un autre livre sur le paysage. C'est que, en fait, non, Montaigne, qui va souvent en Italie, ou beaucoup plus tard Stendhal, en fait, ils décrivent les gens. Ils décrivent les monuments, les bâtiments d'une ville, mais le paysage entre deux villes, ça ne les intéresse pas. Ils ne vont pas s'y arrêter, ils ne vont pas s'y attarder. Ils n'ont pas une approche climatique et saisonnière de leur parcours. Hein. Ils ont au contraire l'idée que la destination va primer. C'est notre malheur à nous tous aujourd'hui, hein, c'est que la destination prime sur l'itinéraire, hein, sur le parcours.
J'ai une de mes doctorantes qui avait fait sa thèse sur la pratique de l'autoroute quotidienne dans la région de Toulouse, donc des gens qui prennent l'autoroute tous les jours, 10, 15, 20 km, eh bien, en fait, ils n'ont vu aucune transformation du paysage. Ils ne le voyaient pas. Ils montent dans la voiture et ils sont obsédés par l'arrivée, et le reste, ils téléphonent, ils écoutent leur musique. Donc ils ne voient pas que tel magasin est détruit, que telle maison est transformée. Non, non. La destination l'emporte sur l'itinéraire. Et nous avons cette perte d'itinéraire. Pour la ville de Paris, c'est évidemment quelque chose d'excessivement sensible, j'y reviendrai. Donc, le tourisme massifié est lié directement aux expositions universelles. C'est encore un phénomène urbain, fondamentalement, bien sûr. N'oublions pas que, j'en cite qu'une parce que sinon on n'est pas couché, bon, celle de 1900, eh bien, va accueillir 60 millions de visiteurs, alors que la France est peuplée de 40 millions d'habitants. Vous voyez, c'est quelque chose de considérable. Alors, il y en a qui sont venus plusieurs fois, évidemment, dans les 60 millions. Mais Zola, par exemple, et même le petit Louis-Ferdinand Détouche, qui ne s'appelle pas encore Céline, est venu plusieurs fois avec son père. Mais n'empêche, même s'ils sont comptabilisés plusieurs fois, c'est quand même un chiffre énorme. Et donc, ces expositions universelles, parce que je vous le signale que dans le programme actuel de la maire de Paris, il y a la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et la candidature de Paris comme exposition universelle. Et puis il y a l'euro en ce moment. Donc vous voyez, trois manifestations qui pour moi sont déjà du passé. Je ne comprends pas comment on peut se mobiliser pour ce type de grands événements urbains. Je pense que ça appartient à une autre époque. Et je crois que, justement, on parlait de technologies nouvelles, mais j'en parlerai en conclusion. Il va de soi que dorénavant, on n'a plus besoin d'aller dans un lieu précis pour faire circuler les découvertes techniques et scientifiques, qui était le but de l'exposition universelle. Bon. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt de concentrer une masse de gens énormes, surtout qu'aujourd'hui, nous savons faire, et c'est même encore là la perversité du système, les compagnies aériennes vous indiquent, quand vous achetez un billet d'avion, vous indiquent votre dépense carbone. Donc c'est quand même presque paradoxal, enfin, d'une certaine manière. Vous allez polluer, mais on vous dit que vous êtes responsable de temps. Voilà. Donc ça vous fait mauvaise conscience pour quelques moments peut-être. Au mieux ou au pire, je ne sais pas comment l'analyser. En tous les cas, le tourisme urbain est une donnée fondamentale. Alors, je vais sauter des décennies, je vais arriver à Barcelone, qui aujourd'hui reçoit autant pratiquement de visiteurs que Paris. Alors qu'elle est beaucoup moins peuplée. Un jour de mars 2014, plusieurs énormes bateaux de croisière vont déverser 48 000 passagers le même jour. Vous voyez, 48 000 passagers qui descendent comme ça, de tous les pays du monde, qui descendent dans Barcelone et qui vont réclamer évidemment la visite du parc Güell, qui vont réclamer la Sainte Famille, qui vont aller voir les bâtiments de Gaudi, qui vont vouloir voir la Tour Akbar, qui n'est plus du tout la Tour Akbar maintenant, enfin bon, peu importe, etc. Le musée Miro, le Grand Aquarium, enfin vous connaissez, pour ceux qui connaissent Barcelone, les tours et des tours. Et attention, c'est là où je voulais en venir, évidemment, ils veulent aussi manger des tapas. Ce n'est pas une spécialité de Barcelone, mais il y en a. Et donc ils volent, c'est écrit dans leur guide numérique. Donc ils sont là, il est midi, ils volent des tapas. Et le cafetier barcelonais dit non, le tapas c'est le soir. C'est comme vous, si vous êtes français, c'est comme vous l'apéritif, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. J'allais dire c'est meilleur que ça, non, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est plus diversifié les tapas. Bon. Et donc, tout d'un coup, les touristes exigent des tapas. Et donc, quelques semaines plus tard, les enseignes internationales affichent en devanture, ici, tapas à toute heure. Alors c'est très intéressant parce que personnellement je définis le tourisme de masse comme étant le fait d'aller dans l'espace de l'autre sans sa présence. Mais dorénavant j'ajoute, ça aller dans l'espace et le temps de l'autre sans sa présence. C'est-à-dire qu'on vient chahuter les horaires spécifiques à une ville et à même un continent, à une culture. L'Espagne est très très mal barrée, je vous signale. Lorsque j'avais publié mon art de la sieste, il y a très longtemps, siesta vient de l'espagnol, enfin ça ne vient pas du latin, ça vient de l'espagnol, c'est la 6e heure, et bien j'avais été invité par les syndicats du secteur bancaire parce que les banques espagnoles, contre de l'argent,
allaient supprimer, et ils les ont supprimés avec un accord syndical honteux, ils ont supprimé la sieste en Espagne. Et c'est quand même la fin d'un monde, hein. C'est une catastrophe culturelle, patrimoniale même. Mais non, sauf que ça semblait être normal, puisqu'il fallait se mettre au temps, à la temporalité des banques internationales et des banques européennes. Et donc, du coup, la sieste était comme une sorte d'archaïsme, si vous voulez. Hein. Évidemment, c'est totalement faux, puisque ça appartient à notre chronobiologie. Donc, c'est même vital de siester. Alors, vous voyez, tout d'un coup, le tourisme de masse va perturber ces choses-là. Et puis, puisque j'ai parlé de Airbnb, eh bien, restons à Barcelone. À Barcelone, dans certains quartiers, 60% des logements sont maintenant uniquement réservés à ceux qui viennent comme touristes. C'est-à-dire que voilà, vous êtes nommé en poste à Barcelone, vous cherchez un appartement, mais vous n'en trouvez pas. Vous en trouvez loin, parce que c'est réservé pour les touristes. Alors, la nouvelle municipalité de Barcelone, qui est une municipalité d'indignés, comme vous le savez, donc c'est hors politique, je ne dis pas non politique, je dis hors politique traditionnelle, ils ne sont pas socialistes ou de droite ou de gauche, qui pour moi sont des notions évidemment d'une autre époque, mais qui perdurent. Il y a des gens qui se présentent encore comme socialistes, encore comme gaullistes, etc. Bon, peu importe. Là, à Barcelone, on a une nouvelle municipalité, mais elle est toute jeune, et dans son programme, il y a l'interdiction de délivrer de nouveaux permis de construire pour des hôtels dans tous les quartiers centraux de la ville. Alors évidemment, elle s'est mise à dos, la maire, c'est une femme, elle s'est mise à dos, évidemment, tout l'énorme BTP qui est derrière. Hein, parce que, n'oubliez jamais ça, c'est que lorsqu'on parle d'une ville, il ne faut jamais oublier, quand on parle des stars architectes, parce que voilà, ça permet d'incarner le lauréat d'un concours. Mais le vrai lauréat, c'est Bouygues, c'est Veolia, c'est Vinci, c'est Lafarge, etc. Et ces énormes sociétés de BTP, comme vous le savez certainement, blanchissent de l'argent sale. C'est le secteur, avec peut-être le sport, le secteur qui blanchit l'argent sale à l'échelle planétaire. Là, il faut être à l'échelle planétaire. Hein. On ne pouvait pas comprendre Bouygues si vous l'isolez sur Paris, ça n'a aucun sens. Bouygues est une firme multinationale qui sans cesse est en train de jouer sur tous les tableaux à la fois. Donc, Airbnb est interdit, entre guillemets, dorénavant à Barcelone. Le maire de Berlin a fait la même chose. Le maire d'Amsterdam a fait la même chose. Le maire d'Amsterdam va même plus loin. Il décide aujourd'hui, il y a 300 festivals par an à Amsterdam, ils décident de n'en faire, ils vont essayer de n'en faire que 200. Parce qu'ils se sont aperçus que les 300 festivals, la plupart étaient déjà préachetés par des billets coup de fil et des sociétés de voyagistes. Donc du coup, les gens du cru avaient une part réduite pour pouvoir y accéder et devaient faire la queue des heures et des heures, alors que des touristes de masse arrivaient comme ça. Et puis à Barcelone, je reviens à Barcelone parce que c'est quand même incroyable, dorénavant, si vous visitez le Parc Güell, eh bien, c'est par quota de 400 personnes par 30 minutes. Donc vous payez 7 €, 30 minutes, 400 personnes. Et puis, voyez je sais pas, quand on est dans un parc, ben justement, on ferme les yeux, on touche les plantes, on sent, on s'arrête, on repart, on somnole, on rêve. Non, là maintenant, c'est minuté. La visite du parc est minutée. C'est une absurdité, évidemment, mais c'est comme ça. Et ça marche, c'est-à-dire que les gens sont très disciplinés. Il faut qu'ils fassent le Parc Güell, sinon ils n'auraient pas fait Barcelone. Alors Paris, à la différence de toutes ces grandes villes que je viens de mentionner, maintient pour l'instant encore cette priorité au tourisme. C'est une maladie politique française puisque Laurent Fabius, avant de partir, et son remplaçant Jean-Marc Ayrault a souscrit à la même exigence, c'est de faire atteindre le nombre de touristes en France à 100 millions par an. Vous voyez, là, ça veut dire aussi que tout d'un coup, on transformera la ville de Paris en un lieu, Paris, je veux dire, et d'autres villes comme Bordeaux et autres, comme uniquement des lieux touristiques. Donc, il faut réfléchir à qu'est-ce que c'est que le tourisme. C'est une notion très difficile, c'est pas mon exposé, donc je ne vais pas insister. Je vous dis simplement qu'en 2020, c'est-à-dire dans 4 ans, il y aura 2 milliards de touristes, c'est-à-dire, en d'autres termes, que 2 milliards parmi les 8 milliards d'humains seront, à un moment de l'année, touristes. Donc il faut peut-être dès maintenant inverser la vapeur, s'opposer à la pratique touristique, essayer d'inventer autre chose qu'on pourrait appeler le voyage.
Enfin, quand je dis tout simplement, c'est pas si simple, évidemment. C'est-à-dire une autre manière d'être avec la population locale, une autre manière de jouer des temporalités, évidemment. On le savait depuis longtemps. Il y a eu des études sur l'arrivée massive des touristes allemands dans les îles grecques dans les années 50, et puis sur la Costa Brava dans les années 60, où ça perturbait totalement la rythmique quotidienne. Le dîner était à 19h en Espagne, pour les Allemands. Donc vous voyez, c'était un truc... bon, parce qu'il ne fallait pas changer ses habitudes. On a ça qui perdure avec les grands voyages organisés. Hein, dans mon livre, je relate, je peux le dire maintenant, c'est EDF, le comité d'entreprise EDF prépare un voyage pour ses cadres et ses salariés dans les pays andins et fait un appel d'offres pour 500 repas midi et soir pendant 15 jours, mais dans le cahier des charges, il y a 3 fromages différents à chaque repas. Dans les pays andins, il n'y a pas de fromage. Donc c'est un industriel de la restauration française qui a gagné le concours et qui tous les jours expédiait par avion les 500 repas pour le midi, les 500 repas pour le soir. Vous voyez l'absurdité des trucs. Hein. Donc on ne va pas dans l'espace ni dans la temporalité de l'autre. Ça c'est excessivement grave, évidemment. Alors, bon, puisque je dois parler de prospective, c'est une notion très difficile pour un philosophe parce que j'avais dit ça et j'ai regretté après coup, mais c'était trop tard, parce que en fait, il n'y a que Gaston Berger, ça vous dit peut-être quelque chose, hein, qui est un philosophe. Son fils est plus connu que lui, il s'appelle Maurice Béjart. Mais Gaston Berger a été un des rares à vraiment réfléchir à cette notion de prospective. Il a même réinventé le mot, François Fillon, mais il l'a redécouvert et il en a fait un élément essentiel. Il est mort d'un accident de voiture, roulant beaucoup trop vite, comme d'autres à peu près à la même époque. Hein, je pense à Camus, bien sûr, et à Gallimard, mais aussi l'accident énorme de François Sagan. Donc c'était aussi un moment, la fin des années 50, début des années 60, où le mythe de la vitesse était l'expression même de la modernité. Il fallait que ça ne traîne pas, il fallait foncer. Et il a tellement foncé qu'il est mort. Et donc, dans ces rares textes qu'on a rassemblés par la suite, il essaie d'expliquer que le philosophe, la philosophie, n'explore pas le futur, on n'est pas des futurologues. Ce qu'on peut faire, philosophiquement, c'est de saisir ce qui est en train d'advenir. C'est-à-dire d'essayer d'attraper des processus, si vous voulez, hein, qui travaillent parfois en profondeur dans la société, qu'on n'a pas forcément repérés comme ça, mais qui vont à un moment donné peut-être prendre le dessus par rapport à d'autres tendances. Hein. Et donc, par exemple, aujourd'hui, et on en parlait avec quelqu'un qui m'interpellait tout à l'heure là-dessus, sur la décroissance, sur l'architecture de la décroissance ou de la ville, bon, eh bien, c'est quelque chose, vous voyez, qui n'était pas du tout posé, la question de la taille. Y a-t-il une juste taille pour une ville, une juste taille pour un quartier, une juste taille pour un immeuble, vous voyez, des choses comme ça. C'était quelque chose qui n'était pas posé en ces termes. Maintenant, ça l'est. Donc je pense que peut-être que par la philosophie, on peut faire advenir des idées comme ça qui avaient eu leur place à un moment donné, puis qui ensuite avaient disparu, parce que on pensait qu'on pouvait tout régler par la technique, évidemment, et donc il n'y avait pas de problème. Un immeuble, plus il sera haut, mieux ce sera. Hein. Puis ouais, je vous signale qu'on en construit un de 1560 mètres en Arabie Saoudite. Hein, ce qui veut dire, pour avoir bien les choses en tête, il faut que vous parcouriez la rue François Villon, mais qui ne fait pas 1,5 km, il faut parcourir 1,5 km, ensuite vous dressez ce parcours en hauteur, et là vous avez à peu près l'idée de ce que sera un immeuble de grande hauteur de cette taille, évidemment. Donc, et là vous verrez si vous êtes encore terrien, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Parce que la maison, l'immeuble, doit connaître, dit Bachelard, les drames de l'univers. Une tour les ignore, évidemment. Hein. Et puis l'être humain a besoin, dit Bachelard, de la hardiesse de l'escalier. J'aime beaucoup cette formulation. Non, maintenant on a l'ascenseur, évidemment. Le mot vient d'un français, les Moinou, qui a traduit les 20 heures comme ça. Donc on a bien là cette idée que d'écrire le futur, c'est avant tout réfléchir à ce qui est en train d'advenir. Alors, une des tendances majeures, c'est pour ça que j'ai commencé par elle, c'est le tourisme. À l'échelle planétaire, on considère que c'est la panacée. Et donc pour ça, évidemment, et ça personne ne l'avait dit, pour ça on va préparer les conditions d'accueil de ces énormes masses de touristes, et donc ce qui veut dire une architecture de musée qui est pratiquement la même, une architecture d'aérogare et d'aéroport, une architecture d'hôtels et de restaurants, les mêmes types de cars et de bus avec panoramique. Vous voyez, donc tout d'un coup, il y a une espèce d'homogénéisation d'un certain nombre d'éléments indispensables à la digestion de tel afflux de touristes,
Et puis évidemment, comme vous le savez, les tours Eiffel qu'on vend à la tour Eiffel, pour les touristes, sont fabriquées en Chine. Donc les retombées économiques, par exemple, sont les... Par exemple, j'avais acheté à Venise une boule de neige, c'était aussi fabriqué en Chine, je l'ai retrouvée en Chine aussi. La tour Eiffel, parce que madame me dit non, mais je peux vous montrer celle que j'en parlerai après. Elle vient de Chine, en tous les cas. D'accord. Non, parce que... Non, mais bon. Il y a d'autres pays qui les fabriquent, évidemment. Une fois que vous aurez terminé votre... Très bien. Donc, disons que le tourisme de masse ne nourrit pas les gens qui résident dans la destination de ce tourisme de masse. C'est ça qui est un point excessivement important, parce que, comme vous l'avez peut-être vu, là encore les Chinois investissent massivement dans le groupe Accor. Donc le premier groupe hôtelier français est de moins en moins français. Donc voilà, il faut aussi voir tous ces agencements de capitaux croisés. Donc la personnalité du touriste, évidemment, si ça favorise l'homogénéisation de la forme de la ville et de ses horaires et de ses plateaux repas, etc., c'est aussi une forme d'homogénéisation pour ces mêmes touristes. Alors, je n'ai pas le temps de le développer maintenant, mais ma thèse est la suivante, c'est que dorénavant, y compris avec les technologies nouvelles, nous avons perdu le sens de l'ailleurs. C'est-à-dire que nous sommes toujours ici. Où qu'on se trouve dans... Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais ceux qui veulent, je leur envoie des articles que j'ai écrits là-dessus. Un prochain numéro de la Revue Esprit, quand j'ai fait un grand papier là-dessus. Parce qu'il y avait une quête de l'ailleurs, tant que le monde n'était pas cartographié totalement. Et dorénavant, on connaît tout, et on connaît tout de son propre voyage avant d'y avoir été, parce qu'on consulte Internet et on a déjà repéré tous les lieux, tous les tableaux à voir, etc., etc. Donc, je pense que ce rapport à l'ailleurs, moi j'habite à Choisy-le-Roi, et donc je prends la ligne C de RER, qui dessert plein de lieux touristiques à Paris jusqu'à Versailles, et j'observe bien les touristes, qui parlent que leur langue, bien sûr, sont toujours à leur téléphone portable pour raconter qu'ils sont en train de voir ce qu'ils ont déjà vu sur Internet. Et donc, ils sont toujours en communication avec leur chez-soi, c'est-à-dire qu'ils véhiculent leur ici dans quelque chose qui est un ailleurs, mais ils ne savent pas que c'est un ailleurs. Voilà, je ne rentre pas dans le détail parce que sinon on n'a pas fini. Donc, mais pour moi, c'est un point excessivement important parce qu'il y a ce brouillage d'espace-temps qui est excessivement crucial dans notre manière d'être au monde, bien sûr. Alors, miser sur un futur touristique pour Paris me semble, pour moi évidemment, quelque chose de profondément caricatural et de désastreux pour la ville elle-même, bien sûr, mais aussi pour les habitants, y compris ceux qui viennent, parce qu'ils ne visitent pas Paris, ils ne rencontrent pas Paris, ils ne peuvent pas le rencontrer en 3 jours, en 4 jours, avec un programme excessivement minuté, organisé de telle manière, parce que justement, il faut cette flânerie, il faut peut-être même des accidents, et un spécialiste du tourisme a fait tout un livre sur les prestations non fournies aux clients de Nouvelles Frontières. Voilà. Il a dit que c'était Nouvelles Frontières dans son livre, il ne me le dit pas. Bon. Nouvelles Frontières, son premier poste budgétaire, c'est son cabinet d'avocat. Parce que sans arrêt, il y a des contentieux. Vous avez prévu d'aller à telle plage, et il y a une excursion qui est prévue en bateau ou en autocar, elle n'a pas lieu, pour X raison, vous attaquez. Ah, évidemment. Donc vous voyez que tout d'un coup, là, vous n'êtes pas dans la disponibilité, et vous n'avez pas la disposition à la disponibilité. Et du coup, ça va avec une... Alors ça, je constate de plus en plus, avec une espèce d'homogénéisation du temps. Partout, dorénavant, 1 heure vaut 1 heure. C'est absurde, évidemment. Même Gaston Berger, dans ses textes sur le temps, l'expliquait. Le temps est hétérogène. Chacun d'entre nous ne vit pas 1 heure de la même manière. 1 heure d'attente d'un résultat médical ou d'un résultat universitaire peut faire paniquer, est inquiétant et paraît très long. C'est 1 heure longue, 1 heure lourde, 1 heure terrible. Et de l'autre côté, 1 heure avec quelqu'un avec qui on est très très bien, et plus si affinité, ça passe trop vite. Donc on voit bien que le temps est quelque chose qui est hétérogène. Or, il devient homogène par ce système international. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler, encore une fois, d'un lieu sans évoquer cette espèce d'énorme machine homogénéisante qui s'appelle la globalisation.
Alors, ce scénario-là, évidemment, je pourrais le chiffrer, bien sûr, ça veut dire qu'il y aurait 23 millions, puis 46 millions de touristes à Paris, en 2022, disons. Bon, je ne sais pas trop le nombre de trains, bien sûr. Alors là, vous voyez aussi quelque chose de très intéressant, c'est que, dans mon homogénéisation du temps, c'est que du coup, il n'y a plus de saison touristique. C'est non-stop. C'est non-stop parce qu'il faut faire rentrer ces 43 millions de touristes. Donc c'est comme vous voulez. Et du reste, pour ceux qui sont observateurs, moi j'ai vu, toujours dans mon RER, des touristes en février-mars, en tenue de touriste, c'est-à-dire en Bermuda, pour aller à Versailles. Oui, parce que c'est comme ça, ils ont l'équipement, et j'ai même du mal, après je me suis dit, là il faut que je les regarde bien, parce que ces gens-là sont en costard, cravate à Manhattan, ou je ne sais pas comment, dans tel autre lieu où ils habitent. Non, je ne peux pas deviner, ils ont la panoplie du touriste standardisé, et eux-mêmes ils sont devenus standardisés. Donc, alors on m'a critiqué, quand mon bouquin est paru, on m'a attaqué en disant que j'étais élitiste, que j'étais pour la défense du voyage contre le tourisme, que les gens avaient le droit d'aller à Prague, d'aller 2 jours, d'aller à une journée, d'aller à Londres. Bien sûr, tout le monde a tous les droits, c'est pas ça le problème, mais ce que je veux simplement montrer, c'est qu'il y a des transformations qui nous échappent, sur lesquelles on n'a pas prise, qui font que tout d'un coup, même notre vie quotidienne se trouve rythmée d'une toute autre manière. Par exemple, un effet ici, à Saint-Paul, une école primaire a perdu 2 classes parce que la population permanente a diminué par rapport à la population tournante, celle des touristes et de Airbnb. Donc vous voyez, il faudrait faire la même chose, je l'ai fait, sur les boulangeries, sur les boucheries, sur les charcuteries. Bon. Et donc c'est d'autres types de commerces, y compris parfois des petites supérettes, monotes, je ne sais pas quoi, qui sont pratiques pour tout le monde, ok, mais n'empêche que ça modifie la physionomie de la ville, ça modifie fondamentalement son rez-de-chaussée, ça modifie son jeu entre les respirations que certaines de ces vitrines représentent, et puis la continuité de la ville et de ses horaires. Donc, cette description d'un futur touristique et le fait que nous deviennent tous des touristes est quelque chose qui, moi, personnellement, m'inquiète énormément. Parce qu'il faut vous dire que philosophiquement, ça veut dire qu'on est dans un système qui nous découpe en permanence. C'est une tendance massive du système productiviste. Vous avez le salarié ou le travailleur, vous avez le parent d'élève, vous avez le client, vous avez l'usager, vous avez le consommateur. Vous voyez, on est tous capable de jouer plusieurs rôles. Mais à un moment donné, je pense qu'il nous faut quand même réunir tout ça. Et l'unité, c'est philosophiquement ce qui, pour moi, ce qui prime. Et ce que je recherche pour ma propre existence, très modestement, c'est de rassembler les morceaux. Donc je ne veux pas être un individu, mais je veux être un individu. C'est une notion philosophique très difficile, celle de dividu. Peut-être que vous l'avez peut-être jamais entendu. C'est un concept qu'on trouve chez Gunther Anders. Il explique comment le système de consommation fait que dorénavant, on est tellement aliéné qu'on ne s'en rend même pas compte et qu'on est même relativement satisfait de pouvoir consommer autant que du coup, on est devenu plus loin d'individu. J'avais raconté ça à une des fils, il met ça dans sa copie de philo, il a été saqué. La prof avait entouré en rouge d'individu, il y a un point d'exclamation. Je lui ai dit, je vais aller voir ta prof, il dit non, ça suffit maintenant. Donc, je me suis calmé, mais je me suis dit, c'est incroyable. C'est un terme français, oui, ça se trouve dans le dictionnaire, c'est pas une invention. Donc, attention de ne pas être que des individus, soyons des individus, c'est-à-dire manifestons, cultivons notre singularité, et notre singularité passe évidemment par nos lieux, et nos lieux ne sont pas des lieux touristiques. Ce sont des lieux qui peuvent accueillir l'autre, évidemment. Donc, vous voyez, c'est tout à fait autre chose. Il faut qu'une ville comme Paris, si elle s'oppose au tourisme de masse, soit une ville de rencontre. Alors la rencontre, c'est quelque chose d'excessivement important, et ça les philosophes ont beaucoup travaillé là-dessus, je pense à Ricoeur, mais aussi à Emmanuel Levinas principalement, pour qui la rencontre, ce qui prime dans la rencontre, c'est la possibilité même de la rencontre. Nous avons cette possibilité de la rencontre. Le grand philosophe allemand Georges Simmel est le théoricien de la rencontre. Il explique très bien, dans une formule très difficile, que je vous livre quand même, mais je n'ai pas le temps de la commenter, l'être humain, donc chacun d'entre nous ici dans cette salle, est un être frontière qui n'a pas de frontières. Ce qui veut dire en d'autres termes que nous sommes des êtres de liaison, c'est notre mission en tant que terriens. Notre mission en tant que terriens, c'est de créer sans arrêt des relations avec le monde vivant, mais des relations avec le monde humain. Mais évidemment, comme on ne peut pas être lié à tout le monde,
en me liant à quelqu'un, je me délie d'un autre pour mieux me relier à un autre. Vous voyez, donc on est sans cesse dans des jeux de liaison comme ça. Et vous l'avez vécu quotidiennement, bien sûr. Hein. Quelqu'un vous croise dans la rue et vous dit alors, comment ça va tu revois Pascal? Ah ben non. Ah, c'était ton meilleur copain à l'école. Ah oui, mais la vie est ce qu'elle est, nos chemins se sont séparés, je l'ai perdu de vue, je me suis délié. Mais entre-temps, j'ai un autre copain meilleur que ce Pascal. Blaise, par exemple. Et donc, comme ça, progressivement, on va jouer sur la liaison et la déliaison. Et je pense que la ville est ce terrain spécifique, privilégié des rencontres. Et pour ça, pour qu'il y ait des rencontres, il ne faut pas qu'il y ait du tourisme. Parce que le tourisme est une rencontre, comment le dire, facturée. J'hésitais à le dire, mais voilà, c'est tarifé. Le tourisme est dans une logique tarifée, et il nous faut être dans une logique du don. Alors c'est tout à fait autre chose, évidemment. C'est-à-dire que là, du coup, il faut mettre en avant, à côté de la notion de rencontre, la notion d'accueil. Et moi, je réactive un vieux terme français que j'aime beaucoup, qui est accueillance. L'accueillance, c'est pas simplement l'hospitalité, c'est tout ce qui est indispensable pour faire que cette hospitalité puisse se réaliser. Et pour ça, il nous faut, à nous tous, ce qui n'est pas simple du tout, être dans la disposition de la disponibilité, que je vous disais tout à l'heure. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas spontanément. 2 jours ou 3 jours après les attentats, où tout le monde était Charlie, vivre ensemble. Alors philosophiquement, vivre ensemble, j'ai fait un article pour expliquer d'où ça venait, c'est une formule sans aucun intérêt, je pourrais en parler plus si vous voulez, c'est une formule que je trouve toxique, donc je peux l'expliquer, mais bon, elle existe, beaucoup de gens disent vivre ensemble, bon, ok. Et alors, ce jour-là, j'ai noté dans mon journal, je tiens mon journal, j'ai noté dans mon journal que j'arrive à la gare pour acheter un billet, personne ne s'intéresse à moi et me répond, la guichetère avec le téléphone portable, je franchis une porte, je tiens la porte ouverte à quelqu'un qui ne me remercie pas, que je dois ça, et j'étais là, je disais, ouais, on est tous Charlie, oui. Et mon œil, on n'est pas du tout, on est dans des sociétés de tension, de conflits, de repli sur soi, etc. Tout ça peut s'expliquer par la crise, par certaines de choses, mais ne rêvons pas, il ne faut pas angéliser. Il faut au contraire, je pense, marquer la conflictualité. Je pense qu'une société qui refuse les tensions et les conflits est une société qui est en train d'être incapable, finalement, de pratiquer ces liaisons et ces déliaisons, qui ne sont jamais simples à vivre, bien sûr. Hein. Une rupture n'est jamais simple à vivre. Mais la rupture se banalise. Une psychologue britannique vient de publier un article remarquable où elle explique que 85% des garçons adolescents qui rompent leur relation amoureuse avec une adolescente en Angleterre le font par un SMS. Les filles ne sont que 15% à le faire par un SMS. Elles préfèrent le dire de vive voix ou envoyer une lettre. Donc vous voyez, je vous dis ça pour ceux qui, comme moi, ont des lettres de rupture, gardez-les, que c'est quelque chose qui va être en fait disparition. Dorénavant, on vous met un SMS, je t'ai assez vu, casse-toi, dégage. Non, vous voyez, le sentiment amoureux, la relation, encore une fois, ou la rencontre est quelque chose de tellement important qu'on ne peut pas simplement balayer ça par une simple formule. Là encore, vous voyez, ça devient une manière de consommer la relation. Alors que ça devrait être au contraire quelque chose qui devrait nous grandir en permanence, même si ça se conclut par une séparation. La séparation n'est pas un échec, la séparation est un passage. On est dans tout à fait autre chose. Alors, donc, ce scénario de la vie touristique ne me plaît pas trop. L'autre scénario, je vais aller très très vite, c'est la Smart City. Alors, ça, c'est à la mode, hein, on peut en parler partout. Donc, on a cette idée que très bizarrement, ça a été traduit par la ville intelligente. Alors la ville intelligente, évidemment, ça veut dire la ville qui est bardée de technologies nouvelles, hein, qui dégorge de technologies nouvelles. Moi j'ai rencontré quelqu'un que je ne cite pas, mais à demi-mot dans ma préface sur le flâneur, j'attaque cette personne, qui est une chercheuse, enfin, bon, je ne peux pas en dire trop parce que c'est pas la peine, qui est là à dire, ah c'est génial, dorénavant, on va visiter Paris, par exemple ici, avec des trottoirs, des façades qui vont être pucées, et avec mon cellulaire, j'aurai toutes les informations en temps réel, etc. C'est ce qu'on a fait. Et ça commence à exister, bien sûr, à San Francisco et à Paris. Et à Paris. Donc, moi, je trouve pas, toutes les abribus vont être wifiisés, etc. Donc, je ne trouve pas ça du tout comme étant un plus. Mais, revenons en arrière, une ville intelligente, non.
toute ville est intelligente de l'intelligence de ses citoyens et de ses citoyennes, pour autant qu'on puisse stimuler cette intelligence. Donc vous voyez que c'est une organisation politique, au sens grec du terme, qui fait qu'une ville est intelligente ou pas. Si, dans une ville, les édiles considèrent que vous comptez pour du beurre, eh bien, ce sera une ville non intelligente et qui sera dirigée peut-être par des logiciels, des algorithmes, mais c'est autre chose. Ce n'est pas la ville qui, moi, m'intéresse. Alors, il faut bien avoir en tête cette grande distinction excessivement compliquée à saisir, surtout à cette heure-ci, qui est la suivante. Vous avez un modèle grec de la cité qui est la police, P-O-L-I-S, qui vient de Acropolis, qui signifie le fort, le lieu fortifié. Et donc, nous rejoignons cette police, et en entrant dans la police, en décidant d'y résider, nous devenons polites, comme on dit en grec, c'est-à-dire des citoyens. Enfin, si on est homme et du cru. Si on est barbare, on n'a pas le statut de citoyen. Si on est femme, on n'est pas citoyen. Si on est esclave et si on est enfant, on n'est pas citoyen. Enfin, ça c'est le modèle grec. Le modèle latin, c'est les citoyens qui se regroupent, et là où ils se regroupent, ils créent la ville. C'est un tout autre processus, vous voyez. Et malheureusement, c'est le système grec ancien qui l'emporte de plus en plus. C'est comme si il fallait d'abord qu'il y ait une sorte de superstructure de gouvernance, on va dire ça comme ça aujourd'hui, pour qu'il y ait le statut de citoyen. Non, il faut inverser la vapeur. Mais pour ça, ça veut dire évidemment inventer des nouvelles territorialités du politique. L'échec programmé du Grand Paris, le fait que ça n'aboutisse pas à grand-chose d'extraordinaire, c'est parce que justement cette question de la nouvelle territorialité du politique n'a pas été posée. Il faudrait que quelqu'un comme moi, qui habite une ville de banlieue, puisse élire le maire de sa ville de banlieue, mais aussi le maire de Paris. Et aussi le maire de Venise, que j'aime beaucoup et qui est mal. Vous voyez, donc je voudrais au moins élire 3 maires. Ben non, peut-être même qu'il ne faut pas les élire, il faut peut-être les tirer au sort. Peut-être qu'il faut les tirer au sort pour 6 mois, pour 1 an. Et je pense que les mandats sont beaucoup trop longs. Il faut aussi, pour que la ville soit intelligente, pour l'intelligence de chacun, il faut que chacun puisse y participer à un moment donné de son existence. Et pour ça, il faut que ça tourne. Ah, ça, c'est excessivement compliqué. On a un système, au contraire, qui a une telle histoire depuis 1789 qu'on ne peut pas imaginer ça. Quand j'évoque ça dans les réunions où je suis invité, généralement je suis invité une première fois et pas une deuxième, on me demande mon avis là-dessus, je leur dis, voilà, il faudrait absolument que le mandat soit d'1 an. Ou pas renouvelable, ça dépend. Ça dépend de pourquoi. On considère que c'est idiot, parce qu'on dit, vous savez, le calendrier de l'homme politique ou de la femme politique par rapport à l'urbanisme, c'est des grands chantiers, c'est 30 ans. Que le maire soit là pour 30 ans. Bon. Alors la panique à bord, évidemment. Donc c'est terrible. Alors, vous voyez, là encore, on retombe sur les temporalités. Donc la question du politique est une question, je pense, là, dans ce qui advient. Et là, les futurologues passent à côté. Dans ce qui advient, c'est cette transformation. Je vous raconte juste une anecdote. J'ai participé à la première réunion à la Datar, il y a déjà 2-3 ans, au scénario de la France en 2040, avec des économistes, des agronomes, des ingénieurs, des démographes, etc., qui parlent tous à la radio tout le temps. Et tous ces gens-là prolongeaient les chiffres d'aujourd'hui en 2040. C'est extraordinaire. Il faudrait poursuivre les chiffres. Moi, je disais, non, peut-être que les mobilités sont plus des mobilités, peut-être que le travail n'est plus le travail, peut-être que la résidence n'est plus la résidence, peut-être que... parce que je pense que d'ici 2040, tout ça va considérablement changer. Dans un de mes livres, je raconte qu'en 2018, j'étais un peu fort peut-être, en 2018, on va voter la loi des 12 heures. Pas des 35 heures, des 12 heures. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Le travail va être robotisé fondamentalement, donc il va falloir partager le travail régulier, et puis ensuite chacun d'entre nous travaillera plus que 12 heures, malheureusement, mais il aura au moins un moment de travail, entre guillemets, à l'ancienne, les travails que nous connaissons pour les plus anciens d'ici, et un travail salarié avec une rémunération mensuelle, etc. Mais la plupart des gens de 25-30 ans aujourd'hui, en 2040, eh bien, ils assureront plusieurs activités et qui, cumulées, leur permettra, j'espère, de vivre très bien.
Et voilà, donc on est dans un autre rapport, vous voyez, au travail et à l'alternance entre travail et loisirs. Tous ces éléments-là ne sont pas pris en considération quand on a des trends, quand on a des tendances. Alors on dit, ben non, on va passer de temps à temps. Et ces chiffres-là ne nous disent rien. Ce qu'il faut, c'est montrer dans la vie quotidienne comment tout ça se trouve chahuté. Je pense que les écoles, j'espère que l'école disparaîtra d'ici 2040 et qu'on aura des maisons du gai savoir. Mais c'est autre chose. C'est-à-dire que là, du coup, on n'aura pas des classes homogènes par groupe d'âge. On aura des classes hétérogènes. Un peu comme chez Maria Montessori ou comme chez Patrick Guedes ou John Dewey, c'est-à-dire des classes où il y aura des enfants de 6 ans à 11 ans. Parce que le grand se responsabilise pour le plus petit grandit plus vite quand il y a un grand qui est là, etc. Bon, tout ça est excessivement connu, mais il y a une telle lourdeur des institutions que du coup on est encore là-dedans. Peut-être que la pauvreté et l'assistanat auront disparu. Parce que là aussi, vous voyez, il faut faire l'historique de cette pauvreté urbaine. Il y a une pauvreté rurale, mais marquons le pas sur celle qui est urbaine. Cette pauvreté urbaine, elle a une histoire qu'on connaît très bien. Le mot pauvre au Moyen-Âge, en français, son contraire n'est pas le riche. Son contraire est le puissant. Ce n'est pas une question de moyens, vous voyez, ce n'est pas une question d'argent. Donc là, dorénavant, il y a ce que Yvon Illich appelle la pauvreté modernisée, qui fait que le pauvre est devenu non plus capable de s'en sortir par lui-même, c'est-à-dire avec une grande marge d'autonomie, mais il ne peut être que dans une forme d'assistanat qui sans cesse à la fois l'humilie et le met dans des situations d'indignité, d'indécence. Vous avez tous, comme moi, été dans des commissariats de police ou dans des préfectures. La manière dont on reçoit les plus démunis est une indécence. C'est-à-dire qu'on a une capacité, par l'organisation même des formulaires à remplir, par les intitulés, par ce vocabulaire abscon, on a là une capacité d'humiliation de l'autre. Et comme par hasard, du plus démuni. Donc là aussi, vous voyez, notre société, ça je peux le dire, que j'espère que dans le futur, ce sera gommé, bien sûr, ces éléments-là. Alors, je continue rapidement, je reviens à la Smart City. La Smart City, en fait, ça peut, évidemment, comme toujours, ça peut être soit une explosion incroyable des technologies nouvelles, totalement manipulées, totalement dirigées par les grands groupes qui les vendent et qui les conçoivent. Et en les concevant, évidemment, ils vous font croire que c'est top, mais en fait, c'est aussi un moyen de modifier votre structure mentale et votre système cognitif. J'ai réalisé une exposition sur les enfants dans la ville à Dunkerque, qui s'appelle la ville récréative, et j'avais affiché, je ne l'ai pas amené, mais j'avais affiché les résultats d'une étude faite aux États-Unis sur 600 enfants pendant 6 ans. 600 enfants qui ont été, par je ne sais quel miracle, à l'abri de tout écran. Tout écran depuis la télévision jusqu'à l'ordinateur en passant par la tablette et puis le téléphone portable. Et puis d'autres qui, au contraire, baignaient dans un milieu où l'écran était total, j'allais dire. Donc, eh bien, au bout de 6 ans, on demandait aux enfants, alors c'était de 2 ans à 7 ans, 8 ans, on demandait de dessiner les petites filles, les petits garçons. Alors je dirais caricaturer pour que vous puissiez mieux voir les dessins, mais c'est une revue qui s'appelle Nature, donc vous pourrez taper sur Internet, vous les verrez. Les enfants qui étaient dans le bain de la technologie nouvelle faisaient un rond pour le corps et la tête, ce qui n'était pas distinct, et puis des allumettes, comme on dit, pour les pieds et les mains. Pas de cheveux, pas de lunettes, pas un nœud. Pas quelque chose de dessiné. Les autres faisaient des dessins les plus ressemblants possibles. Avec, à quel âge ils ont été suivis de 2 ans à 7 ans. 7 ans. À 7 ans, ils faisaient simplement des bâtons à 7 ans. Oui, des bâtons, pas de bâtons comme ça, un rond. Non. Alors, la même enquête a été faite à Dunkerque, c'est moi qui l'ai menée, sur des enfants qui vont, alors les mêmes enfants de la même classe qui vont visiter un musée. Les uns prennent des notes, là ils sont plus vieux, ils ont 8-9 ans, ils prennent des notes, ils font des dessins, et les autres, donc ils suivent ils visitent l'exposition comme ça, et les autres prennent des photographies. Et bien le rendu de l'exposition, évidemment, est beaucoup plus riche par les enfants qui ont pris des notes et qui ont dessiné eux-mêmes leur propre parcours et ont été voir le nom
de telle œuvre et pour bien le noter sur leur cahier, que ceux qui ont simplement pris des dizaines et des dizaines de photos et qui ne savaient plus du tout dans quelle salle ils avaient fait telle photo, pour quelle raison, etc. Donc on voit bien que la technique, évidemment, n'est pas nécessairement un plus. C'est ça que je veux simplement dire, c'est une banalité redoutable, mais il faut le dire, je ne suis pas technophobe, mais je ne suis pas non plus technophile. Je pense que la technique, trop de technique, tue de plus en plus l'humanité, et donc nous désensibilise, nous dématérialise, nous déréalise. Et donc il y a ce phénomène-là qui est de plus en plus frappant et marquant, et pour ça, il faut évidemment s'y opposer par autre chose, c'est-à-dire une ville charnelle, une ville corporelle, une ville sensorielle, et évidemment là, elle ne passe pas par l'intermédiaire des machines, elle ne passe pas par l'intermédiaer de tout cet appareillage, qui parfois a son utilité. Moi, je ne vous l'ai pas dit, mais je suis dans des tas de trucs, je n'ai pas de téléphone portable, et il y aura toujours un journaliste qui m'interviewe, après il me dit, mais comment vous faites, vous mentez, vous en avez certainement un, vous ne pouvez pas nous le dire, comment vous faites pour diriger tel truc à Dunkerque, tel autre à Aix-en-Provence, faire autant de conférences? Non, c'est une question d'organisation et d'agenda, etc. Je ne vois pas pourquoi j'aurais besoin de tout cet appareillage-là, qui n'est pas du tout indispensable. Mes enfants, ma femme, personne n'a de téléphone portable, on vit très bien, on se rencontre, on se signale. Bon. Donc c'est pas une question de... Alors évidemment, moi, promeneur dans Paris, ça ne m'intéresse absolument pas d'avoir un cours d'histoire de l'architecture quand je me balade. Donc je m'en contrefous d'avoir tout un coup une application smartphone qui me dise alors ce bâtiment a été habité par un tel, en telle année. Non, ça je sais, je peux le savoir où je veux. Par contre, ce que je ne sais pas et que l'appareil ne pourra pas me dire, c'est la climatique. C'est-à-dire, quel temps fait-il? Est-ce que ce temps est approprié au mien? Est-ce que mon humeur est une humeur vagabonde, comme disait l'autre ou pas? Et ça, évidemment, c'est tout à fait autre chose. Donc, on voit bien que la technique est une dimension qui peut l'emporter. C'est même une tendance tout à fait dominante, qui, évidemment, moi, m'inquiète un peu parce qu'elle modifie justement notre rapport au temps, notre rapport à l'espace. Un texte sur ordinateur, sur un écran, n'est pas un texte imprimé sur des pages d'un livre qu'on tourne. Donc on sait très bien tout ça, et maintenant tout à fait étudié par les cognitivistes, on sait très bien que l'espace, l'univers mental de chacun est totalement modifié par ces technologies nouvelles. Alors je ne fais pas du tout, je n'ai aucune nostalgie du passé, attention, je précise ça tout de suite parce que sinon on va me faire le coup, ah vous êtes décroissant, donc vous êtes pour le retour à la caverne, et vous ne voyez pas du tout, bien sûr que non. Mais simplement je pense qu'il y a une juste mesure. Et cette juste mesure, elle n'appartient qu'à nous. Et c'est à nous chacun, en tant qu'être humain, sensoriel, charnel et spirituel, de prendre cette mesure et de la mettre en avant par rapport à chacun d'entre nous. Par exemple, moi, depuis très longtemps, depuis que je suis tout petit, j'ai bien compris que l'école fonctionnait que par groupe, que par statistique. Et moi, je n'ai jamais rencontré, dans toute ma vie universitaire, un amphithéâtre homogène. Chaque étudiant est différent. Dans son rythme, dans ses centres d'intérêt, dans sa capacité à lire, dans sa mécanique, etc. Donc tout ça doit être pris en considération, c'est pas très sorcier finalement. Mais non, on préfère massifier. De la même manière, on va avoir un paquet de touristes au lieu d'avoir Allez-y. Donc les tours Eiffel. Oui, un peu plus que ça quand même. Bon, sur la critique générale du tourisme de masse, je pense qu'on est beaucoup tout à fait d'accord avec vous, même si un exposé d'unité fait forcément qu'il y a de la caricature, un peu très grossi, un peu. Alors, dans les choses sur lesquelles si ça vous ennuie pas, et c'est pas du tout méchant, j'aimerais vous interpeller. À côté de la maire de Paris, Madame Hidalgo, il y a son adjoint au maire qui est Monsieur Yann Brossat, et qui fait une lutte, qui met en place une lutte, alors conséquente, elle ne l'est peut-être pas au sens elle a des conséquences, mais très ciblée contre les locations saisonnières abusives dans certains quartiers, dont le nôtre. Et fait la guerre, non pas aux familles qui veulent louer leur appartement pour avoir un peu plus de sous pour partir, mais
aux propriétaires de plusieurs logements, aux multipropriétaires qui les destinent aux locations saisonnières. Et donc, je veux dire, même si effectivement, on le sait, le tourisme est quand même une industrie, je crois, dans le monde qui est de l'ordre de 12% des revenus et des richesses produites. Et donc tout le monde a envie, à l'époque de la désindustrialisation, d'avoir des rentrées d'argent par ce biais. On ne peut pas dire que ce soit sans conscience des phénomènes. Voilà, ça c'est une chose. Toujours pour parler de ce quartier que je connais bien, sur la question des commerces. Là aussi, donc je vous parle uniquement de ce quartier, il y a eu des statistiques faites par l'atelier parisien d'urbanisme montrant que précisément dans ce quartier, les touristes, trop nombreux, je suis d'accord avec vous, n'avaient pas amené à une perte des commerces de bouche. Et par exemple, les boulangeries, puisque vous avez cité les boulangeries, il y en a à peu près tous les 100 mètres. Donc peut-être qu'il y en avait plus il y a 50 ans, mais il y en a encore beaucoup, et il y a une grande diversité des commerces de bouche, et du dynamisme, même si on voit, quand il y a une librairie, il y en a eu, tout le monde le connaît ici, des librairies qui ont fermé pour des magasins de grandes enseignes de mode, ça nous agace, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est agaçant. Autre chose pour les petites tours Eiffel. Moi j'y tiens parce que dans l'association à laquelle je suis adhérente, enfin plus qu'adhérente, nous avons des commerçants qui sont là depuis plusieurs générations. Qui ont des commerces juste à côté de Notre-Dame de Paris. Parce que Notre-Dame de Paris, c'est un lieu de pèlerinage depuis le Moyen-Âge. Et on peut voir les touristes, les hordes de touristes comme une nuisance absolument énorme, mais on peut les voir comme ces hordes de pèlerins qu'on avait au moment des pèlerinages, au moment du Moyen-Âge. Et donc il faut aussi essayer d'imaginer les choses de manière parfois un tout petit peu plus positive. Revenons à ce commerce indépendant. Donc, il y a des commerces là qui vendent des tours Eiffel fabriquées en France, ils y tiennent beaucoup, et qui sont là depuis 4 générations. La fille, là, que je connais bien, les parents, les grands-parents et les arrière-grands-parents. Donc, ce qui nous apparaît comme superficiel n'est pas forcément autant que ça paraît. Voilà. Autre chose, excusez-moi, c'est un sujet qui me concerne. Il y a Paris, et ça vous l'avez dit, Paris appartient bien sûr aux banlieusards, et moi ça fait très longtemps que je souhaiterais que Paris soit étendu dans ses limites administratives, comme il y a eu une extension au moment de Haussmann. Mais donc j'aimerais beaucoup que vous votiez, bien sûr. Vraiment, je trouvais ça tout à fait légitime, de même que pour les Halles, on aurait dû avoir une concertation où les jeunes fréquentant cette station votent aussi. Mais il y a ce Paris central appartient non seulement aux banlieusards, mais il appartient au monde. Et donc, là moi j'ai constaté, parce que je fais du tourisme, j'ai constaté qu'il y a des habitués qui reviennent tous les ans, parce que Paris, c'est quand même la flânerie. Alors vous avez dit, heureusement, vous avez un peu modéré votre propos en disant que l'équilibre est plus respecté qu'il l'est à Paris qu'il ne l'est à Barcelone ou à Venise. Eh bien oui, c'est vrai. Donc il faut lutter, et là je serai entièrement d'accord, on sera d'accord, pour que cet équilibre entre les habitants et les touristes persiste. Mais donc il y a des amoureux, j'en connais, des Australiens, des Canadiens qui viennent tous les ans et qui préfèrent aller sur le canal Saint-Martin qu'en haut de la Tour Eiffel. Donc les touristes, même étrangers, ne sont pas tous les mêmes. Voilà. Ils ne sont pas tous avec leur appareil de photo en descendant du car. Excusez-moi, ça me concerne. Donc je pense qu'il faut faire un effort, effectivement, nous tous autant qu'on est, et ça existe. Alors, simplement une chose sur les smartphones et ce que ça apprend. En fait, moi j'ai participé à ça s'appelle un jeu de piste avec des smartphones, et puis cette histoire de Paris qu'on voit dans les smartphones, on fait clic et tout ça. Mais c'était pour apprendre aux seniors à utiliser les tablettes. Donc on peut renverser la chose et dire que ça peut être utile à nous pour apprendre à se servir des tablettes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que
Bon, les choses sont complexes, puis j'arrêterai pour ne pas monopoliser trop la parole. Bon, c'est vrai que la ville des flux, la ville des lieux, vous le dites, Olivier Mongin le dit, plein de gens le disent, et je ne peux être que d'accord avec tout ce qu'a dit Bachelard, que je connais bien. Mais, donc on est, nous, des habitants qui essayons, soit avec des associations comme Parisiens d'un jour, soit avec notre association qui s'appelle Aux 4 Coins du Cap, d'essayer justement de prôner un tourisme pour les habitants. Et ça, c'est formidable. C'est-à-dire, c'est le voyage au bout de la rue, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière les murs, et c'est très intéressant de le faire et de mêler justement ces commerçants indépendants, appartenant pas aux grandes chaînes, ces touristes qui ne sont pas forcément le diable, et ses habitants. Voilà. Oui, vous avez dit que la ville devait être le fruit de l'intelligence des citoyens, mais en 1960, l'intelligence générale des citoyens indiquait qu'il fallait quand même construire des immeubles neufs dans ce quartier-ci, et les urbanistes pensaient qu'il fallait élargir la rue Étienne Marcel et abattre la rue du Parc Royal. Donc l'intelligence, elle varie avec le temps et elle peut aussi être mise en question, elle peut être dramatique. Et inversement, la muséification, comme l'a prévu Mavot dans le cadre du périmètre sauvegardé du Marais, ça a sauvé effectivement le quartier qui aurait sinon été largement démoli. Oui, ça me suit. On a vu une vérification. Le secteur sauvegardé du Marais avait quand même comme grand principe de système qui était de préserver l'artisanat et de préserver les petits commerces. C'était quand même un détachement, je pense que les choses orange avaient une importance. Et là, comme vous disiez, l'intelligence était aussi de construire du neuf, il y avait aussi peut-être une autre intelligence qui a empêché cela, et on en fait partie. Voilà. Donc l'intelligence, c'est aussi le débat. C'est le débat. Je ne suis pas d'accord quand vous dites que Malraux a voulu muséifier. Non. Il y a une vraie réflexion sur... parce que la muséification de ce quartier, finalement, elle est assez récente. Elle ne date pas du plan de sauvegarde. Hein. Elle est arrivée dans les années 90 plutôt. Hein. C'est pas aussi... Ça n'a pas été... Ça n'a pas marché. Enfin, ça n'a pas été concomitant. En tout cas... Non, je ne pense pas que Malraux ait pensé ça, parce que je crois que c'est des notions qui viennent après. En fait, là, il faudrait reprendre toute l'histoire de la notion de patrimoine et historique, et c'est vrai que là, il faut mentionner Giovannoni, c'est quand même lui, l'Italien Gustavo Giovannini, qui en 1913 invente la notion de patrimoine urbain, où il explique que patrimoine urbain, ce n'est pas un bâtiment qu'on maintient en l'état, mais c'est un bâtiment qui peut, par lui-même, s'adapter aux transformations du usage, des pratiques. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que nous, à la Commission du Vieux-Paris, moi je suis toujours désolé quand tout d'un coup, n'importe quel immeuble est transformé en hôtel. Je pense qu'il y a d'autres usages possibles, même s'il faut aussi des hôtels. Je n'ai rien contre, bien sûr. Hein. Je n'ai pas diabolisé tous les touristes, évidemment. Mais tout ça est quelque chose qui nécessite effectivement du débat, de la discussion. De la même manière, quand tout d'un coup, on a inventé, ce qui est une erreur totale, le Marais comme quartier gay. Maintenant, on sait très très bien, moi j'ai dirigé une thèse sur ce sujet, c'est pas du tout un quartier gay comme pouvait être le quartier Castro à San Francisco ou le village à Montréal, donc c'est tout à fait autre chose. Mais voilà, donc tout d'un coup, on a des espèces de formes choc qui arrivent et qui font croire que... bon, Malraux, maintenant on sait très bien, Malraux est quand même un des ministres les plus absents du ministère. Enfin, c'est un type admirable, mais c'est comme De Gaulle, c'est deux hommes politiques qui lisaient aucun dossier, et ça les intéressait absolument pas, c'était pas ça. Ils avaient des visions, par contre, ça c'est autre chose. Hein, c'est une force inouïe. Hein. Donc c'est pas du tout des technocrates. Et donc l'idée, au même moment de Malraux, il y avait la charte du patrimoine de Venise qui était élaborée, etc., avec d'autres penseurs, d'autres théoriciens. Malraux est un type qui, lui, a pratiqué un tourisme prédateur, comme vous savez, hein, il a piqué les statues. Bon, etc. Donc on a bien là un personnage qui ne pouvait pas imaginer, je crois que ça lui échappe, il ne pouvait pas imaginer ce qu'on appelle nous un quartier Athènes, un quartier muséographié, muséifié, on ne sait pas, touristiqué. On ne sait pas encore trop comment les appeler. Il était persuadé, je pense, que l'être humain est totalement hanté par l'histoire. Et là-dessus, bon, je serais assez proche de lui, mais je pense qu'on est peu nombreux. Alors là, vous avez raison, c'est qu'en fait,
le rapport à l'histoire est quelque chose qui évolue, qui change considérablement. Et donc, le système de smartphone, etc., pour moi, est une catastrophe parce que ça impose une grille de millénaires et de rythmique, si vous voulez, par des grandes périodes historiques occidentales à l'ensemble du monde. Donc, moi, je pense qu'il faut, vous disiez, Paris est une ville tout le monde y vient et tout le monde s'en préoccupe. Oui, mais il faut que nous soyons capables de désoccidentaliser notre esprit lorsqu'on réfléchit au phénomène d'urbanisation planétaire et au phénomène du tourisme de masse. Parce que moi j'avais fait faire une étude par mes étudiants sur la manière dont les touristes percevaient ce bâtiment qui s'appelle l'Arche de la Défense, qui est une honte. Enfin, on peut en faire une sculpture gigantesque, ça c'est une chose, située, mais pour y travailler, moi j'ai eu des tas de réunions dans des locaux sans fenêtres. C'est un scandale total, évidemment. Donc c'est un bâtiment inhospitalier, mais n'empêche que personne, le coréen moyen, le japonais, le camerounais, l'américain, etc., n'interprétait pas, ne décrivait pas ce bâtiment comme étant une fenêtre ouverte vers le Havre ou comme étant le prolongement de l'axe historique de Paris. Ça, c'est des trucs qu'on nous a expliqués après coup. Hein. C'est pareil pour la bibliothèque Mitterrand, quand vous avez tous vu, elle a ces 4 bâtiments comme ça. Hein, bon, et tout d'un coup, quelqu'un a dû dire à Dominique Perrault, ah, vous avez fait des livres ouverts. Alors du coup, il a repris ça partout, il dit oui, mais c'est une bibliothèque. Et quelqu'un lui a dit, mais pourquoi sont-ils ouverts à la même page? Alors vous voyez, ça c'est tout à fait juste. Donc après, la symbolique aussi, elle change. Pour la petite histoire, quand je disais que Malraux et De Gaulle ne travaillaient pas, je connais qu'ils n'avaient pas d'idée, c'est pas ça. C'est Garmerin qui m'a raconté cette anecdote, parce qu'un jour, il prend l'avion et il se retrouve à côté de Raymond Barre. Alors, il était un peu embêté, parce qu'il n'avait pas envie de... Et puis c'est Raymond Barre qui lui pose la colle et dit « Ah, monsieur le professeur, savez-vous quels sont les 2 hommes politiques les plus cossards, qui ne faisaient rien, ne l'intéressaient pas ?» Alors, Edgar Morin est embêté, il ne sait pas trop quoi dire à Raymond Barre, il dit bah, je donne ma main au chat, et l'autre lui dit De Gaulle et Malraux. et en même temps, je pense que les hommes politiques, ils sont pas là pour lire des dossiers, ils sont là pour réfléchir. C'est-à-dire qu'on n'a rien fait. Et là, évidemment, il n'y en a pas tant que ça. Hein. La plupart du temps, il faut qu'ils aient réponse à tout. C'est cette phrase, vous qui aimez Paris, le plus beau film, un des plus beaux films sur Paris, quand même, Cléo de 5 à 7, Daniel Sfarda. Là encore, vous voyez, tout à l'heure, je disais, la flâneuse arrive plus tard, parce que notre système sexiste et machiste fait que c'est forcément masculin. Quand est mort Rivette, le cinéaste, à ce moment-là, la presse a dit « Ah, il ne reste plus de vivants de la nouvelle vague que Godard. » Et Agnès Varda. Ah ben non, elle compte pour du beurre, c'est une femme. Donc, alors, elle a fait le meilleur film, le plus beau, Cléo 5 à 7. Et souvenez-vous, Cléo, qui s'appelle Florence, enfin, peu importe, dans le film, est dragouillée par un type qui repart dans la guerre d'Algérie. Enfin, bon, je ne rentre pas dans tous ces détails-là. Mais il parle, il est volubile, etc. Et elle lui dit cette phrase que je trouve extraordinaire. Elle dit « Ah, vous avez réponse à tout. C'est marrant ça, parce que moi je serais plutôt question à tout. » Et un homme politique, une femme politique doit être question à tout. Mais non, là ils ont réponse à tout. Même quand un avion disparaît. Je vous dirai la vérité bientôt. Concernant le tourisme de masse à Paris, je n'ai pas très bien compris ce que vous proposez devant les difficultés actuelles. Alors, il y a 2 choses. D'abord, pour que ce soit bien clair, ma remarque sur le tourisme est en direction des touristes. Vous avez raison, j'étais forcément caricatural, mais ce qui me fait de la peine, c'est que les gens soient touristes. Pour eux, c'est ça qui me fait de la peine. Je pense qu'ils méritent mieux. Ils méritent mieux que de faire un tour de l'Europe en 8 jours, comme j'ai vu des accords, ou bien Paris en 3 jours, comme plusieurs voyagistes préconisent ça, en évitant le mercredi, parce que le mercredi c'est le jour des enfants, donc il y a des mômes dans le métro et dans le musée, donc il faut éviter ça. Donc non, moi je pense que chacun d'entre nous, chaque terrien, a besoin d'aller ailleurs voir si
c'est une évidence. Donc je ne suis pas contre le tourisme et la circulation. Je suis contre ce tourisme-là. C'est tout à fait autre chose. Je pense effectivement que le voyage forme la vieillesse et la jeunesse et tous les âges de la vie. Mais là aussi, il faut voyager dans le métro. Alors, il y avait déjà le même phénomène. bien sûr, il y a 30 ans. Alors on n'a pas évolué. Je ne sais pas si on n'a pas évolué, mais ce qui a changé, c'est le nombre de touristes. 40 ans, il a considérablement évolué. C'était considérable. Hein. Alors là, vous avez raison pour parler de Notre-Dame de Paris. Mais moi, j'y suis allé plusieurs fois en y restant 3-4 heures de suite, simplement assis à observer. Et j'essayais de me mettre dans la peau d'un pèlerin du Moyen-Âge. Et bien, là, vous voyez, même les visiteurs 3, ça aurait été catastrophique. C'est pas possible. Parce que quand il y a des gens qui mangent leur sandwich en circulant, etc., ou un truc audio pour avoir des informations, etc. Non, là, pour moi, c'est terrible parce que, d'autre part, on a fait ce parvis, alors qu'au Moyen-Âge, il n'y avait pas de parvis. Il y avait des maisons juste en face, qu'on touchait comme ça. On a supprimé les couleurs, du portail d'entrée de la cathédrale, etc. Bon, donc, votre idée de se remettre, c'est le plus difficile, évidemment. C'est comment imaginer ce que ressentaient nos ancêtres. Donc, il y a 40 ans, quand Queneau écrit, plus de 40 ans, ça c'est dans le métro, comme vous le savez, elle veut monter à Paris pour voir le métro, qu'elle ne verra pas puisqu'elle s'endort quand elle prend le métro, donc elle n'aura aucun souvenir. Et par son oncle, qui est une tante, enfin bref, je ne rentre pas dans le détail, tout ça pour connaître cette histoire, elle va accompagner un groupe de touristes. Mais il y a aussi Playtime, qui montre aussi des touristes qui circulent comme ça, voilà, sans discontinuité. Bon. C'est ça qui me gêne le plus. Qu'il y ait des amoureux australiens de Paris, ok, j'en connais moi aussi, pas d'Australie, mais d'ailleurs, mais c'est des gens, quand ils viennent, justement, ils fuient eux-mêmes les quartiers, les horaires, les lieux touristiques. Alors, pour vous répondre, je crois que, mais c'est une question très difficile, je crois qu'il faut qu'il y ait des fermetures régulières, parce que ce sont des rituels temporels propres à des sociétés. Alors, ça pose la question du dimanche, évidemment. Est-ce que le dimanche doit être férié ou pas? Là, on a inventé des zones touristiques où, exceptionnellement, on déroge et on laisse ouvert. Mais en même temps, si vous regardez aujourd'hui en France, vous avez 9 millions de personnes qui travaillent tous les dimanches. C'est-à-dire un salarié, un travailleur sur 3. Tous les paysans, déjà, bon, le personnel hospitalier, les transports, beaucoup de loisirs, etc. Donc, à la limite, déjà, le dimanche n'est plus le dimanche. Et est-ce qu'il faut que le dimanche reste le dimanche? Est-ce que c'est pas tous les jours dimanche? Si c'est tous les jours dimanche, ça veut dire que tous les jours, on est dans les loisirs, donc on ne travaille plus. Dans ce cas-là, eh ben, il faut arrêter de travailler, ils vont travailler. Donc tout ça, c'est quelque chose de très très difficile de répondre à votre question. Parce que comment faire pour que le touriste à Paris soit quelqu'un qui prenne le rythme? Parce que c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est que moi, je ne suis pas pour le touriste Airbnb qui va à Barcelone, comment on appelle ça, fêter la fin de sa vie de garçon. Parce que ça, c'était chose avec célibataire. Enterrer avec garçon. Enterrer sa vie de garçon. Oui, d'accord, ça existait tout le monde. Bon, il va enterrer la vie. Alors, ils vont avec 4-5 copains, ils louent 2-3 chambres. Et puis ensuite, évidemment, leurs horaires à eux sont leurs horaires. Ils ne se préoccupent pas que les voisins d'au-dessus, eux, ils vont bosser à 7h du matin, et ceux d'en dessous, etc. Ils vont rentrer. Bon, pas du tout. Donc là, il y a effectivement tout un coup la question fondamentale et très difficile pour vous répondre, qui est celle de la cohabitation. Qu'est-ce que c'est que cohabiter avec l'autre? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'autre? C'est une question, alors là, philosophique, évidemment. C'est même la question philosophique la plus difficile. C'est celle, les philosophes appellent ça l'altérité. Mais c'est très difficile de savoir qu'est-ce que c'est qu'un autre. Moi, par principe, je considérerais que l'étrangeté d'autrui est la garantie de mes propres différences. Donc c'est un atout. Mais en même temps, il faut que je puisse aussi communiquer, parler, discuter. Et donc là, ça pose la question de la langue. Alors c'est une question très difficile, parce que la langue, c'est de l'écoute, et c'est du temps. C'est du temps. Et dans des villes comme Paris, il y a des rythmiques qui font qu'on n'a pas le temps. Je ne sais pas si vous êtes certainement interpellé par des touristes, justement, qui vous demandent leur chemin. C'est vrai que s'arrêter, voilà,
c'est tout un coup entrer en connivence. C'est très bien, mais ça nécessite une attitude de disponibilité encore une fois. Enfin, c'est quand même bien la ville, de croiser des étrangers. Mais oui, mais je suis d'accord. Causer avec eux, c'est merveilleux. Bah, c'est pas la fin du monde. Non, non, c'est très bien. Vous êtes d'accord? Un tableau du Noirtin invraisemblable. Mais dans la réalité de tous les jours, en dehors du Airbnb, etc., c'est merveilleux de croiser tout le temps. Moi, j'habite au Châtelet. J'ai toujours des étrangers qui me demandent où est Bobo, etc. Je suis ravi de parler avec eux. Moi de même, je suis ravi de répondre avec des aider. Voilà, la fin du monde quand même. Bon. Mais par contre, je ne vais pas dire le contraire, il y a une homogénéisation des lieux touristiques, des horaires, des parcours, etc., à cause du tourisme. C'est tout, je ne peux pas dire le contraire. Est-ce qu'on voit pas justement une nouvelle dynamique qui peut être en train d'émerger côté à la marge? Mais quand on voit par exemple le couchsurfing, toutes ces pratiques, je sais pas si... Le quoi? Couchsurfing. Le couchsurfing, je sais pas si vous connaissez ce que c'est. Ah ben dites-moi. L'idée de louer son canapé, de prêter son canapé. Ah oui, oui, d'accord, oui, bien sûr. Oui. C'est pas d'aller chez un habitant d'une ville qui va ensuite dans l'espace, c'est très grave aussi. Oui, c'est vrai. Qui va vous faire découvrir sa manière d'habiter la vie. Donc finalement. Coach surfing. Coach. Surfing. Ah. Non, mais il y a... Couch, c'est comme un canapé. C'est pour coucher chez quelqu'un. C'est pour coucher chez quelqu'un et développer une relation. Oui, mais je connais très bien. Ça, c'est je pratique cette méthode. Mais donc finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas voir un peu de positivité dans tout ça et dire que. De connaître la mondialisation peut aussi entraîner des logiques. Mon point de vue à moi, je le partage, n'est pas d'embellir systématiquement. Je passe ma vie dans tous mes bouquins à mettre en valeur tout ce qui vient justement corriger ce que je conteste par ailleurs. Je parlais tout à l'heure d'Alter Architecture Manifesto. J'ai fait un bouquin où je rassemble uniquement 200 à 250 créations architecturales qui sont vraiment très très bien, mais qui sont totalement marginales et qui sont écrasées par le BTP, etc. Un de mes meilleurs amis, c'est Patrick Bouchin, Lucien Creuser, Serge Latouche, donc je peux vous dire Pierre Ravista. Donc moi je suis entouré que par des gens, et nous-mêmes, et moi le premier, je viens de créer l'université d'écologie de Chaudy-le-Roi, je passe mon temps à ça, à faire de l'activisme. Donc je comprends ce que vous dites, mais ce n'est pas ma démarche. Ma démarche n'est pas de dire je vais positiver systématiquement et dire et du coup essayer de légitimer ce qui ne va pas en disant ça ne nous concerne pas, ça ne nous empêche pas, nous, à notre échelle, de faire autre chose. Moi je le fais, mais je trouve et je pense, je suis allé à Totnes, la capitale de la ville en transition. Je connais très bien Yann Gay. Vous voyez, je peux vous donner tous les noms de tous les gens qu'on voit dans le film Demain, que je trouve tout à fait intéressant. Oui, bon. Mais je sais que ça représente peanuts. Je connais très bien Carlo Petrini, c'est un ami. Et on se le fout de ces connards, il faut quand même le savoir. Donc tout d'un coup, il ne faut pas se dire, il y a des contre-tendances, et donc c'est ça qui est vachement bien, parce que si on met ça en avant, nous on a la commission du Vieux-Paris, on sait très bien que on perd la plupart des cas, donc il faut que ce soit clair. Et donc on est un alibi, on est là, on râle, bien sûr, on râle à chaque fois, mais notre avis compte pour du beurre. Donc alors ça ne veut pas dire pour ça qu'il ne faut pas faire autre chose, il faut agir évidemment. Mais il faut bien avoir en tête que le rapport de force, c'est pour ça que je reviens à la politique, le rapport de force, il est souvent en notre défaveur. C'est excessivement difficile. Je suis d'accord avec vous, pour réagir à ça, finalement, les confrontés avec le tourisme, c'est peut-être un symptôme de notre système capitaliste et libéraliste. Et donc, du coup, on en revient, si on tire un peu la ficelle de tout ça, on en revient toujours un peu au même résultat qui est, par exemple, la sacralisation de la croissance, par exemple, ce genre de choses. Mais sauf qu'on en vient toujours aussi à l'idée que on critique, et au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on peut faire. C'était pas l'exposé qu'on m'avait demandé. Sinon, vous listez plein de trucs super bien, que je trouve géniaux, mais qui vivotent. Et justement, en partant du tourisme, je sais pas. Alors pour le tourisme, juste là-dessus, sur le tourisme, je suis tout à fait d'accord avec vous. On pourrait tout à fait développer, valoriser systématiquement
tous les systèmes collaboratifs, les systèmes de partage, les réseaux qui proposent d'autres itinéraires, d'autres moyens de loger chez quelqu'un, etc., qui soit le copartage de logement et non pas le fait de faire de l'argent avec son logement, parce qu'il y a des dérives qu'on a repérées tout à l'heure. Bon, tout ça, je le connais, évidemment, c'est très très bien, mais encore une fois, c'est quelque chose qui échappe, si vous voulez, à l'industrie touristique. Il ne faut pas non plus oublier ça. Quand le maire d'Évoran au Portugal me dit, voilà, un tour opérateur est venu me dire, si vous élargissez cette voie moyenâgeuse pour laisser passer mon car, je vous mets dans mon circuit. Alors il refuse, il perd les élections la fois suivante parce que le candidat contre lui dit voilà, il a refusé que les touristes viennent ici, donc il nous a privés de création d'emplois. Il n'y avait aucune certitude qu'il y ait des emplois. Et toc, vous savez, moi j'ai regardé attentivement la Tour Triangle, maintenant Europa City, c'était création 11 000 emplois. Alors tout à coup vous dites pourquoi pas 10 834. Alors du coup ça devient 7 000 emplois. Vous pouvez décrire les emplois, c'est des emplois précaires, des emplois réguliers, ça devient 1500 emplois. Donc c'est pipeau, c'est-à-dire qu'il faut bien avoir en tête que beaucoup d'informations sont fausses. Alors maintenant il y a des colloques internationaux, à n'en plus finir sur le tourisme, des sentiers, hors des sentiers battus, c'est le titre d'un dernier colloque qui a eu lieu à Paris, où là effectivement on mettait en avant tout ce qui était les à côté qui existent et qu'il faut valoriser, je suis d'accord avec vous, hein, mais la masse, parce que moi je parle de tourisme massifié, non pas de tourisme de masse, parce que la majorité de la population du monde ne part pas en vacances. Donc attention, il ne faut pas croire que c'est massif. C'est un tourisme qui est massifié à un moment donné à un endroit. Hein. Aujourd'hui, vous allez au Mont-Saint-Michel, vous payez pour rentrer dans la rue. Aujourd'hui, vous y avez été quand? Je suis allé récemment, hein, mais... 2016. Mais je ne sais pas dans la rue principale, j'ai payé pour le parking. Ensuite, la navette est gratuite. Et bien, maintenant, vous payez pour la rue. Pour la rue? Oui. Et je pense que c'est parce qu'ils ont dû faire tous les scénarios possibles pour dire comment réduire le nombre de visiteurs. Et ben, on va faire une entrée. On paye pour rentrer à la Belly, bien sûr. Non, je parle de la rue, là. Oui. Je pense qu'il y a quand même une nouvelle urbanité qui est fantastique. Il y a des gens maintenant de banlieue qui viennent à Paris le week-end, alors qu'avant c'était la population de Paris qui partait vers la banlieue. On a des gens qui mangent sur les quais de la Seine avec une convivialité et une liberté qui est quand même extrêmement nouvelle par rapport à ce que j'ai pu connaître dans ma jeunesse. Et on a le vélo qui investit la ville. On a quand même une transformation des mentalités qui est fabuleuse. Si on parle de Paris sur le futur, je trouve que moi j'aime beaucoup plus la période actuelle que celle de ma jeunesse. Voilà, donc je crois qu'il faut quand même mettre une touche d'optimisme et puis voir ces nouveaux codes urbains qui sont une véritable révolution, douce, mais une véritable révolution. Les jeunes ne vivent pas comme ceux de ma génération. Du point de vue de la qualité de la vie, c'est vrai qu'il y a une qualité de la vie. Et c'est très... Moi je suis cycliste, ça fait des années que je me bagarre pour les pistes cyclables. En banlieue, il n'y en a pas. Là où je suis, moi, quand je quitte Paris avec mon vélo, je vais choisir l'endroit, je peux vous dire exactement où il pourrait y en avoir et où il n'y en a pas. Donc je veux dire, c'est des pas gagnés. Évidemment, quand ensuite je vais dans une réunion où il y a des gens qui ont à peu près les mêmes convictions que moi, forcément on dit ouais, c'est vachement bien, on sort tous en prendre une bicyclette, on dit c'est sympa. Mais moi, encore hier au Carrefour Pompadour, il y a un abruti d'automobiliste qui a baissé sa vitre pour m'insulter, me dire qu'un cycliste, un bon cycliste est un cycliste mort. En 2016, alors je ne vais pas lui dire oh c'est convivial mon pote, c'est vraiment sympa, je touche Charlie, toi j'ai sorti mon flingue et je l'ai tué. Il n'y avait pas d'autre sur. Non, ça c'est pas vrai. Mais dans mon rêve le soir, je me suis dit tiens, j'aurais dû non. Alors là aussi, si vous voulez, moi je vois dans les. Après les municipalités, enfin ça c'est vraiment intarissable. Moi je suis dans une ville qui est encore communiste et socialiste, donc elle est encore productiviste. Les écolos pour eux c'est des rigolos. Penser vélo, c'est absurde, enfin, c'est une régression. Tout le monde a droit à une voiture. La classe ouvrière qui n'existe plus, là où c'est pas bien. Parce que je trouve ça tout à fait bien qu'on ait des bagnoles.
ce que j'appelle l'auto immobile, parce que en banlieue, l'auto est immobile, 95% de sa vie. Alors, le covoiturage, moi aussi, quand on me pose des questions, on me dit « Ah, vous en parlez pas, c'est nouveau dans les mentalités, c'est vachement bien, etc. » Une fois, j'avais même raconté une histoire les gens ont cru que c'était vrai. Je leur dis « Oui, ben moi j'ai encouragé ma femme à le covoiturage, le voisin travaille au même endroit qu'elle, ben maintenant ils vivent ensemble. » Et alors, le public a cru que c'était vrai, ils compatissaient. Donc là, je suis obligé de dire attention. Il y a beaucoup de choses qu'on utilise de covoiturage, ça a toujours existé. Non, pas sous cette forme-là. On ne passait pas par Internet, mais moi je sais qu'il m'est arrivé de partir en province et puis il y avait un numéro de téléphone, je donnais rendez-vous. Oui, mais alors, là, je peux positiver, parce que je l'ai vu. À Blois, à Toulouse, vous avez des parkings à l'entrée de l'autoroute. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas du tout. Ça n'existait pas. Donc là, vraiment, les lieux de covoiturage, ça existe vraiment massivement. Et c'est très bien. C'est quoi vos parkings là? À l'entrée des zones autoroutières maintenant, vous avez des grands parkings qui n'existaient pas avant, où les gens mettent leur bagnole parce qu'ensuite ils n'en prennent qu'une pour aller à Blois ou à Tours. Et quand ils reviennent, évidemment, chacun reprend sa bagnole pour aller à 2-3 km de là. Donc ça c'est nouveau, ça n'existait pas. Donc on voit bien que. Mais par contre, un covoiturage ordinaire, c'est-à-dire que dans un coin de Touraine que je connais bien, où j'ai posé la question aux divers agriculteurs, je leur ai dit je vous croise à la Supérec, pourquoi vous ne venez pas. Vous ne pratiquez pas de covoiturage? Ils m'ont répondu non, parce que moi je ne pars pas à la même heure, puis je ne traîne pas, puis ceci, cela. Donc c'est pas encore dans les mœurs. Je me souviens à Port d'Orléans, au niveau de la station-service, c'est là qu'il fallait se poster pour faire du stop. Ouais, pour stop. Bon, mais c'est ton histoire de parking de voiture, c'est pareil. Non, ça c'est vraiment considérablement développé. Il n'y a plus de stoppeur. Et le stop n'existe plus. Non, il n'y a plus de stoppeur. On a changé d'époque, mais ça se passait comme ça. Et c'était là, et avec un balançon, Dijon, Lyon. Oui, mais là maintenant, c'est pas un cas pour Orléans, c'est partout. C'est ça qu'il faut voir. C'est plutôt pas mal. J'ai une anecdote en contre-temps de vétérinaire. J'étais abordé place d'Enfer Rochefort par des touristes en anglais qui me demandaient la Tour Eiffel. Alors je leur indique la station de métro et la ligne 6. Ah non, on veut y aller à pied. Et donc, là, d'Enfer Rochefort à la... Oui, enfin, c'est bien. Oui, il y en a beaucoup comme ça. Paris est petit. Il y en a beaucoup. Il y a un géant qui traverse Paris. Plus d'intervention? Est-ce que vous auriez le temps de nous parler du Grand Paris? Qu'est-ce que c'est? Parce que... Ça me gêne un peu parce que moi je serai encore plus caricatural que 5 minutes. Je suis d'accord avec ce que vous aviez dit, c'est-à-dire que quand le 1er janvier 1860, Paris passe de 12 à 20 arrondissements, c'était quelque chose, on appelait ça l'annexion, c'était quelque chose d'excessivement important. Et je pense que Paris, c'est pour ça que j'ai réédité en préfaçant le livre d'André Morizet, qui était le maire de Boulogne-Billancourt, qui a fait la fusion de Boulogne-Billancourt en 1924, qui par ailleurs est le grand-père de NKM, mais ça c'est toute une autre chose, qui est un ancien communiste. Quand il parle du Grand Paris, on est quand même en 1932, et il a raison, sauf que ça ne se fait pas. L'expression Grand Paris date de 1910 quand même en France. Et en 1922-23, vous avez plusieurs mouvements politiques qui sont pour le Grand Paris. Il y a même en 1928 un livre qui s'appelle L'avenir de Paris, d'Alfred Guérard, qui explique que Rouen est le 21e arrondissement et Laval le 22e, etc. Donc tout ça, c'est des choses très très connues. Je ne sais pas pourquoi, enfin je sais pourquoi, mais on n'a pas le temps d'entrer dans le détail, pourquoi ça a été bloqué par la technocratie supérieure et les partis politiques qui n'ont pas voulu justement faire ces agrandissements qui étaient attendus. Il y avait aussi les maires. Les choses de qualité se font dans Paris actuellement. C'est pas ça que je dis. Non, ne faites pas passer pour le type qui dit mal de tout. C'est pas la métropole du Grand Paris. Non, je vous parlais de Paris qui a fait 12 arrondissements, on a eu 20. Vous avez parlé du Grand Paris. C'est vraiment la question de la... En disant ça, c'est pas bien. Mais non. Je n'ai pas dit ça. Mais il y a quand même des maires qui sont beaucoup... Enfin, récemment, ça fait quand même, ça s'appelait avant pas au Grand Paris, il y a eu toutes sortes de formules, dont Paris Métropole.
justement un autre, comment il s'appelait déjà Pierre Mansart. Voilà, Pierre Mansart. Je sais ça par cœur. Voilà, mais à l'époque, c'était, au moment de Paris Métropole, c'était beaucoup les maires de banlieue qui ne voulaient pas, parce qu'ils avaient peur qu'on leur envoie des cimetières, des HLM. Comment? Maire de Paris non plus. Ah non, à l'époque, c'était au contraire, il y a donc une dizaine d'années. Une façon de le faire. Il y a une dizaine d'années, c'était beaucoup ceux qui avaient peur de perdre des pouvoirs. Le permis de construire, le ceci, le cela. Parce qu'en fait, c'est ça dont il est question. Non, mais je suis d'accord avec vous, parce que Paris Métropole, à l'époque, a été très longtemps présidé par un maire de banlieue. Donc, je suis pas vraiment d'accord avec vous. Les maires de banlieue, au contraire, pensaient à l'époque, ce qui n'est plus le cas maintenant, que ça allait leur apporter pas mal de choses, et notamment au plan d'un rééquilibre financier au niveau des taxes et compagnie. Oui, mais quand il s'est agi de mettre en pratique, là, tout le monde a fichu le camp. Chaque maire a voulu garder ses prérogatives, y compris la maire de Paris, tous les maires.